Bonjour à tous. Merci de vous être rendus disponibles pour prendre part à notre nouveau webinaire. Ce webinaire d'aujourd'hui porte sur la protection des consommateurs de paiements marchands dans la zone UEMOA. Je suis Ketasi Okwe, en charge de la communication du marketing pour l'équipe francophone de Microsafe Consulting. Alors avant de commencer, comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons présenter quelques points logistiques. Tout d'abord, est-ce que vous nous entendez bien? Je vous invite à répondre oui dans la boîte à questions qui se situe à droite de votre écran. Vous pouvez utiliser cette boîte pour poser vos questions tout au long du webinaire et nous y répondrons à la fin du panel. Enfin, veuillez noter que le webinaire est enregistré et vous pourrez retrouver l'enregistrement sur notre site internet dès demain. L'échange entre nos invités et notre modérateur durera environ 40 minutes et nous répondrons à vos questions ensuite. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, de vous présenter Microsafe Consulting, MSC, en quelques mots. MSC est une société de conseil internationale spécialisée en inclusion financière, économique et sociale. Nous sommes basés dans 11 pays à travers le monde et notre siège pour l'Afrique francophone se situe à Dakar. Nous avons également ouvert des antennes au Cameroun, en Côte d'Ivoire et en République démocratique du Congo. En condensé, nous dirons que nous sommes au cœur de la révolution digitale depuis ses débuts. Aujourd'hui, nous travaillons avec différents acteurs tels que les gouvernements, les banques, les entreprises de télécommunications, les fournisseurs de services tiers, mais aussi les acteurs de l'écosystème entrepreneurial à travers l'Afrique et l'Asie pour réaliser des améliorations durables et assurer un meilleur impact. Nous offrons des conseils stratégiques et opérationnels et aidons à mettre en œuvre des programmes en utilisant nos données et nos idées provenant de nos travaux de recherche sur le terrain qui sont autant que possible enracinés dans une compréhension profonde des clients, de leurs besoins, de leurs perceptions, de leurs aspirations et de leurs comportements. Notre expérience, nous la partageons également à travers l'Institut Helix, qui est notre organe de formation. Nous offrons à la fois des formations privées sur mesure, mais aussi des formations publiques en présentiel, principalement à Dakar et à Abidjan. Enfin, nous offrons des formations en ligne bénéficiant d'une accréditation de l'Université du Québec en Outaouais. Plus récemment, nous avons lancé le Hub de la finance digitale, un site web 100% francophone fédérant du contenu diversifié comme des articles, des infographies, des vidéos, des podcasts, du matériel de formation, un calendrier d'événements autour de la finance digitale. Alors n'hésitez pas à vous y inscrire, cette plateforme est gratuite et a pour ambition de rassembler l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Cette plateforme, bien entendu, est donc la vôtre. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir plus d'informations. Alors, assez parlé, je passe la parole à mon collaborateur Félicien Lokosu qui aura la lourde tâche de modérer ces panels. Félicien, tu as la parole. Ok, merci Kate. J'espère que vous m'entendez très bien. Ok. Bonjour à tous, je suis Félicien Lokosu, consultant à Microsafe Consulting. Nous sommes en effet réunis autour d'un sujet extrêmement riche et large. Vous savez, à MSI, nous travaillons beaucoup auprès des populations à faible revenu, et ceci en zone rurale. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous attarderons plus précisément sur la protection du consommateur de paiement marchand, et cela dans la zone UEMOA, en particulier qui est toujours à ses débuts, mais nous savons également que les paiements marchands aujourd'hui sont prometteurs. Et également, nous ne sommes pas sans savoir qu'au cours de cette dernière décennie, les services financiers numériques, entre autres les services financiers offerts par le mobile money, ont enregistré une croissance fulgurante
en donnant un coup de pouce à l'inclusion financière. De la même manière, le mobile money a la capacité de desservir des millions de personnes à faible revenu. Et aujourd'hui, nous sommes plus dans des transactions de retrait et de dépôt. Mais les paiements marchands peuvent apporter en effet de la valeur ajoutée aux PME et à leurs clients. Et également, nous devons admettre que cet essor des mobile money s'accompagne d'innovations qui vont au-delà des opérations habituelles de dépôt et de retrait, même si l'utilisation de certains services demeure marginale dans les zones rurales. C'est le cas, par exemple, des paiements marchands auprès des vendeurs de proximité. Et cet essor en fait de ces innovations rencontre toutefois d'inévitables problématiques, notamment les risques liés à la protection du consommateur. Et donc, dans ce ordre d'idées, nous nous sommes interrogés sur comment assurer la protection du consommateur du paiement marchand et ceci dans la zone UEMOA. C'est sur cette thématique que nous allons discuter avec nos panélistes pendant 1h30. Alors, pour ce faire, nous recevons sur ce panel 3 experts qui nous partageront leurs expériences et leurs expertises. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et pour commencer, je vais demander à nos panélistes de se présenter. Et là, honneur aux femmes, nous allons commencer par Madame Corinne. Merci Félicien, je pense que vous m'entendez. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Corinne Riquet-Bamba. Donc, je suis spécialiste en finance numérique et en inclusion financière. Je suis la représentante du SIGAP dans la zone UMOA. Je travaille sur différents sujets ayant trait à la finance numérique et notamment, j'ai en charge depuis l'année dernière un projet que nous avons lancé, que le SIGAP a lancé et qui est le laboratoire pour la protection des consommateurs de services financiers numériques dans l'UMOA. Donc, très brièvement, en fait, ce projet, cette initiative donc, fait partie d'un projet plus vaste au SIGAP qui se dénomme « Protéger les clients vulnérables ». Alors, qu'est-ce qui a justifié cette initiative de laboratoire pour la zone UMOA? Comme vous le savez, comme vient de le rappeler Félicien, donc les services financiers numériques se sont très rapidement développés dans l'UMOA avec actuellement, enfin en fin 2020, 94 millions de comptes de mobile money, 600 000 agents de mobile, plus de 600 000 agents de mobile money actifs dans la région. On a aussi un marché des fintech et du crédit numérique qui est en expansion. Et par ailleurs, donc le SIGAP a mené des recherches au niveau mondial qui ont montré une augmentation des risques liés aux services financiers numériques. Donc, nous pensons qu'il existe en fait dans la zone UMOA, dans cette phase d'expansion des services financiers numériques, une opportunité importante d'adopter une approche proactive de protection des consommateurs dans la région. Et notre objectif, donc, c'est de soutenir le développement d'un écosystème régional de finances numériques responsable qui comprennent à la fois les régulateurs, les superviseurs, les prestataires de services financiers numériques, les associations de consommateurs et d'autres acteurs que l'on trouve sur le marché, tels que les observatoires de la qualité des services financiers, par exemple. Donc, pour protéger et fournir des résultats positifs pour les consommateurs vulnérables et en particulier les femmes qui apparaissent être un segment plus vulnérable. Et les résultats donc attendus de ce travail sont que l'on puisse donc à la fois les régulateurs et les superviseurs ainsi que d'autres acteurs sur le marché dans la région puissent adopter des outils de surveillance du marché qui leur permettront d'évaluer, de surveiller les risques pour les consommateurs et aussi donc que les prestataires eux-mêmes adoptent des modèles commerciaux qui soient centrés sur les clients et qui garantissent des résultats positifs
pour les clients et aussi une viabilité à long terme des offres. Donc voilà très rapidement pour cette nouvelle initiative dans la zone IMOA du SIGA. Je vous remercie. Ok. Merci Corinne pour cette présentation. Alors, ensuite, Madame Amélia, pouvez-vous activer votre webcam pour vous présenter? Merci. Oui, bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez bien? OK, ça marche. Donc, je suis la directrice adjointe de la SPTF. La SPTF est un organisme à but non lucratif basé aux États-Unis, mais nous travaillons à travers le monde pour promouvoir une finance plus inclusive et responsable. Nous élaborons avec notre partenaire Cerise les normes pour la gestion des performances sociales et environnementales responsables. Et l'une de nos initiatives actuelles est l'élaboration des normes précisément pour des services financiers numériques responsables. Donc, c'est moi qui gère notre groupe de travail qui a lancé ces activités il y a un an à peu près. Et j'ai déjà interrogé à peu près 50 experts dans ce domaine et nous avons commencé à identifier quelques pratiques de gestion supplémentaires à mettre en œuvre pour s'assurer d'une offre responsable des services financiers numériques. La SPTF et Cerise, nous publions depuis 2012 les normes universelles qui énumèrent en général de bonnes pratiques de gestion pour les institutions financières. Mais après, avec l'avènement des services financiers numériques, il y a des pratiques supplémentaires à mettre en œuvre pour protéger les clients. Donc, il y a, dans ce qui concerne la gestion des risques, il y a des questions de cybersécurité, de la fraude, nouvelles questions concernant les droits et la confidentialité des données, vu les normes bases de données que nous avons actuellement, avec pas mal de types de données sur les consommateurs. Et après, il y a toujours la question de la prévention de surendettement, mais dans le domaine des services financiers numériques, il faut penser à autres systèmes et autres pratiques pour s'assurer d'une prévention du surendettement. Il y a également des considérations d'un traitement des clients de manière responsable. Donc, comment concevoir les produits adaptés à leurs besoins et à leurs préférences, surtout dans ce domaine des produits numériques. Comment éviter le biais des algorithmes, ou au moins identifier quel biais on peut supporter parce qu'ils nous permettent d'offrir nos produits et nos services à des populations cibles. Qu'est-ce que c'est qu'un bon mécanisme de réclamation dans ce domaine toujours des services financiers numériques et les résultats également, est-ce que ces services contribuent aux bons effets au niveau de la qualité de vie des clients? Qu'est-ce que c'est qu'une tarification responsable des produits numériques et comment être transparent si on ne voit pas sur place forcément nos consommateurs? Il y a également des considérations concernant les tierces parties, comment gérer des agents pour s'assurer d'un bon traitement de clients, d'une transparence dans les endroits où les agents ont leurs entreprises. Et avec des partenariats, il y a pas mal de questions également si on entre dans des partenariats avec plusieurs institutions et après un problème qui va le résoudre. Toutes ces questions sont en train d'être abordées par notre groupe de travail. Et je m'arrête là pour l'instant, mais nous avons une page web sur notre site SPTF sur toutes les activités de ce groupe de travail. Donc, si vous vous intéressez à en savoir plus, merci de consulter la page où vous pouvez voir les notes de nos réunions, des idées précises, des pratiques de gestion suggérées par les experts, etc. Merci. OK, merci Amélia. Enfin, nous allons accueillir M. Habib Diallo. M. Habib Diallo, si vous nous entendez, vous avez la parole. Bonjour à tous. Bonjour, M. J'espère Diallo.
Je suis Habib Diallo, expert financier junior à l'Observatoire de la qualité des services financiers, qui est un organe gouvernemental sous tutelle du ministère des Finances et du Budget au Sénégal. Et j'aimerais vous faire une petite présentation de l'Observatoire pour parler de nos missions. Je vais juste essayer de projeter rapidement. Monsieur Habib Diallo, vous pouvez projeter à présent. Vous voyez mon écran? Pas encore. Okay. Ok, c'est bon. Vous pouvez mettre en mode diapo. Bon. Je pense que vous voyez bien, là, normalement. Oui, bien sûr. Allez-y. Super. Donc, je vais vous présenter un peu l'Observatoire. L'Observatoire a été créé en 2009 et sous décret présidentiel. Donc, nos principales missions, c'est vraiment la promotion de l'inclusion financière, la protection des consommateurs utilisant les services financiers dans sa globalité, essayer d'être un peu l'épicentre entre les consommateurs et les opérateurs de services financiers. À cela s'ajoute également un programme que nous déroulons qui est le programme d'éducation financière. Donc, le cadre organisationnel est composé d'un secrétaire exécutif, de 2 médiateurs. Donc, on a un médiateur pour les banques, les SFD et la Poste, et un médiateur pour les compagnies d'assurance. Donc, entre autres activités, nous avons également un dispositif de médiation financière qui a été préétabli pour pouvoir faire la médiation entre les entreprises et les usagers face aux opérateurs financiers. Et ça, c'est une composition de notre conseil d'orientation qui est composé principalement des associations de consommateurs, des associations représentatives des banques, des sociétés d'assurance essentiellement, et des chambres de commerce. Donc, c'est une petite cartographie du positionnement de l'OQSF pour vraiment vous dire que l'on travaille avec l'ensemble de l'écosystème. Nous réalisons également des enquêtes de satisfaction des consommateurs par rapport aux banques, aux SFD, aux émetteurs de mots électroniques récemment. Donc, je vous ai envoyé tout de suite dans le chat un lien du site web de l'Observatoire, ce qui vous permettra de trouver, entre autres, tout ce que l'on fait. Mais juste pour préciser que nous avons élargi notre champ d'orientation à la monnaie électronique et à la bourse depuis peut-être 2 ans. Donc, voilà à peu près une petite présentation, bref, de l'Observatoire de la qualité. J'aimerais pas être long car les questions sont beaucoup plus intéressantes. Merci. Merci, Monsieur Habib Diallo. Je vous en prie, Monsieur Félicien. Vous pouvez arrêter votre webcam, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Alors, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet en commençant par demander à nos panélistes. Nous allons d'abord commencer par Madame Corinne. Nous savons que la notion de protection de consommateurs est une notion dont on parle de plus en plus. Et donc, il est très peu question jusqu'à présent, jusqu'à récemment. Actuellement, où en sommes-nous aujourd'hui dans la zone UEMOA? Merci Félicien. Donc, comme je venais de le dire, donc les services financiers numériques ont connu une adoption croissante ces dernières années. Comme on le sait, la crise de la Covid a encore accéléré cette adoption. Et les récentes données de Findex montrent que 35% des adultes de l'UMOA, en dehors du Niger et de la Guinée-Bissau, dont les données ne sont pas disponibles, possèdent un compte de mobile money. C'était 12% en 2014 et 21% en 2017. Donc, on a
une croissance assez importante, avec dans certains pays comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal, 40 et 45% respectivement des adultes qui possèdent un compte de mobile money. Et bien sûr, l'utilisation de ces comptes s'accompagne aussi de risques spécifiques et croissants, comme on l'observe ailleurs, et la survenance de ces risques croît plus vite que la croissance de l'adoption des services financiers numériques. En tout cas, c'est ce qu'a révélé une recherche récente du SIGAP. Donc, on ne peut pas ignorer cette situation et la protection des consommateurs doit être réellement au cœur des préoccupations de tous les acteurs de l'écosystème. Alors, quel est un peu le contexte dans ce domaine au niveau de la zone UMOA? Donc, au niveau régional, on sait que les institutions financières, y compris les émetteurs de monnaie électronique, reportent régulièrement à la Banque centrale et à la commission bancaire les cas de fraude qu'ils ont eu à enregistrer et aussi les plaintes qu'ils reçoivent et le traitement qui en a été fait. Les contrôles de la commission bancaire sur place couvrent les aspects liés à la protection des consommateurs. Mais ce que l'on doit relever, c'est que ce sont des informations en fait qui proviennent des prestataires et non des consommateurs eux-mêmes. Donc, en quelque sorte, ça donne une vue partielle et imparfaite de la situation, puisque, comme l'a révélé notre enquête récente menée en Côte d'Ivoire dans le cadre du laboratoire, donc une enquête sur les risques liés aux services financiers numériques, une grande majorité des utilisateurs qui ont rencontré un problème, et c'est 67% d'entre eux, en fait, ne contactent pas le prestataire pour se plaindre ou pour faire part au prestataire du problème ou de la difficulté qu'ils ont eu à rencontrer. Donc, clairement, les prestataires ne capturent pas toutes les difficultés ou toute l'ampleur des difficultés auxquelles font face les clients. Donc, c'est une première problématique. Ensuite, comme Habib vient de le dire, au niveau national, donc, nous avons les observatoires de la qualité des services financiers. Bon, pour le moment, dans la zone UMOA, uniquement au Sénégal et en Côte d'Ivoire, plus récemment. Les services financiers numériques, les prestataires donc, qui les offrent sont pris en compte au niveau des acteurs que couvrent ces observatoires. Et donc, les utilisateurs de ces services ont la possibilité de recourir à ces organismes pour une médiation en cas de litige avec leurs prestataires. Mais en fait, ce que l'on observe aussi et ce que révèle toujours notre enquête en Côte d'Ivoire, c'est que ces organismes sont en fait très peu connus, ou encore, en tout cas pour la Côte d'Ivoire, peut-être qu'au Sénégal, on aura des résultats différents, mais en Côte d'Ivoire, encore très peu connus du grand public. Et tous les pays de la zone UMOA ne disposent pas encore de ce dispositif. Maintenant, quant à la connaissance en fait des problématiques rencontrées par les clients eux-mêmes, jusqu'à présent, en dehors du Sénégal, comme le rappelait Habib, qui a eu à mener des enquêtes de satisfaction auprès des utilisateurs de services financiers, dont une auprès des utilisateurs de mobile money, on dispose de très peu d'informations en fait pour comprendre les risques auxquels font face ces utilisateurs et à partir de là, pouvoir prendre des dispositions qui vont viser à réduire ces risques et à mieux protéger les clients. Donc, on pourrait dire qu'on a encore dans la zone un champ assez vierge. Bien sûr, les prestataires de leur côté mènent des enquêtes de satisfaction pour leurs propres besoins et adapter leurs produits, mais il n'est pas certain qu'en fait toutes les problématiques de protection des consommateurs soient prises en compte dans ces enquêtes de satisfaction. On a par ailleurs dans l'écosystème les associations de consommateurs qui ont évidemment un rôle aussi à jouer pour faire entendre la voix des consommateurs. Ils sont présents dans les instances des observatoires, mais il faudrait sans doute aller plus loin et faire en sorte aussi qu'ils puissent faire entendre leur voix au niveau des régulateurs et des superviseurs pour que ça puisse être pris en compte dans les pratiques de supervision et dans les réglementations ou les directives en matière de protection des consommateurs de services financiers numériques. Donc, je dois aussi mentionner, bien sûr, les instances de protection des données à caractère personnel qui existent dans tous les pays de l'UMOA et qui sensibilisent et veillent au respect des dispositions réglementaires dans ce domaine avec des pratiques de surveillance plus ou moins avancées selon l'ancienneté de ces entités. Donc, pour conclure, je pourrais dire qu'on a un cadre qui est en place, mais peut-être ce qui manque,
c'est que au niveau de ces différentes instances, c'est leur capacité à pouvoir mieux comprendre ce qui se passe au niveau des consommateurs eux-mêmes dans leur expérience de tous les jours dans l'utilisation des services financiers numériques, pour que tous ces acteurs à leur niveau puissent prendre les dispositions pour assurer une protection adéquate des consommateurs de services financiers numériques pour tous les services utilisés, et y compris bien évidemment le paiement marchand qui est spécifiquement l'objet de ce webinaire. Donc voilà ce que je pourrais dire par rapport au contexte actuel, brossé très rapidement de la protection des consommateurs de services financiers numériques dans les mois. Merci beaucoup, Corinne, pour cette présentation du contexte. Alors, mais lorsqu'on parle de protection de consommateurs, à quoi allons-nous nous attendre quand on parle de protection de consommateurs? Et Madame Amélia, je souhaiterais que vous nous éclaircissiez un peu sur cette notion de protection de consommateurs. Merci. Oui, merci. Donc, la protection des consommateurs comporte de nombreux aspects. Traditionnellement, nous avons regroupé les pratiques de protection des consommateurs en 7 catégories principales. Donc, je vais les énumérer pour vous. La prévention du surendettement, le traitement équitable et respectueux des clients, la transparence, la confidentialité des données des clients, les mécanismes de résolution des plaintes, le développement des produits et une distribution appropriée et une tarification responsable. Avec l'avènement de la finance numérique, nous sommes en train, comme je viens d'expliquer tout à l'heure, nous sommes en train d'identifier quelles sont les pratiques de gestion supplémentaires qu'une institution financière doit mettre en œuvre pour s'assurer d'une offre responsable des produits et services financiers numériques. Et je tiens à dire à l'auditoire que la SPTF constate que tous les principes fondamentaux de la protection de clients sont toujours valides. Après 1 an de recherche, je peux vous assurer qu'il faut toujours s'assurer d'une transparence, il faut toujours penser à la prévention du surendettement, à un traitement équitable et respectueux des clients. Donc, ces principes traditionnels de protection des clients sont toujours pertinents. Mais en même temps, le domaine numérique exige une nouvelle façon de mettre en œuvre ces pratiques. Donc, par exemple, avec les paiements marchands ou avec d'autres activités numériques, comment communiquer les termes et les conditions d'une façon transparente aux consommateurs, quand peut-être le fournisseur ou l'entreprise qui développe la technologie utilisée par les consommateurs ne va jamais parler directement avec les consommateurs. Donc, comment communiquer ces informations si on ne le voit pas sur place, ce consommateur, ou s'il y a un mécanisme de résolution de plainte. Avant, il s'agissait d'un canal très clair, hébergé dans un endroit physique, mais maintenant, peut-être, il n'y a que la technologie et il faut que le consommateur maîtrise la technologie pour être capable d'enregistrer sa plainte. Donc, il y a beaucoup de questions sur comment mettre en œuvre ces mêmes principes, mais à la base, les principes restent pareils. Et je m'arrête là, mais je peux répondre aux questions un peu plus tard. OK, merci beaucoup, Madame Amélia. Donc, si on peut comprendre, dans les milieux, par exemple, ruraux, cette problématique de recours de la clientèle demeure vraiment une question vraiment pertinente, n'est-ce pas? Oui, donc dans les zones rurales, il y a des défis particuliers. Je dirais que l'un des risques particuliers est qu'il y a en général moins de prestataires de services. Donc, les clients potentiels peuvent avoir des options très limitées quant aux fournisseurs et ça peut entraîner des prix élevés ou peut-être les prestataires peuvent ne pas prendre la peine d'adapter leurs produits et les services aux besoins des clients ruraux, surtout quand il n'y a pas de concurrence. En plus, dans les zones rurales, nous voyons des taux d'analphabétisme plus élevés et des capacités inférieures à utiliser la technologie en général, ce qui augmente le risque d'erreur dans l'utilisation des produits ou de la méfiance et l'auto-exclusion.
Donc, il faut penser à une offre des supports comme la formation des consommateurs ou la fourniture d'un canal où les clients peuvent poser leurs questions et une personne réelle si on veut que ces gens soient bien desservis par les services numériques. Ok, merci beaucoup, Madame Amelia. Alors, nous sommes au début des paiements marchands, ce qui est vraiment évident. Et nous ne pouvons sans doute nous reposer sur ce, nous pouvons sans doute se reposer en effet sur ce qui se passe aujourd'hui dans les mobile money pour deviner quelques risques éventuels auxquels les utilisateurs de paiements marchands devront faire face. Alors, nous allons demander à M. Habib si il peut nous donner quelques exemples de risques qui paraissent en fait majeurs dans les paiements marchands. Merci, M. Habib. Merci à vous, Félicien. Donc, juste pour rappel, le paiement marchand, donc c'est un paiement qui est effectué à partir d'un compte mobile money par le biais d'une plateforme et qui est en faveur d'un détaillant, d'un commerçant pour l'achat d'un bien et service. Ça peut être de manière physique ou en ligne à travers un site internet. Donc ça, c'est la définition globale du paiement marchand. Maintenant, sur le terrain, ce que l'on observe, c'est que il y a une différence à faire entre les zones urbaines et les zones rurales. Et également une différence à faire au niveau du moyen, du support qui est utilisé. Si c'est un smartphone ou c'est un téléphone utilisant un code USSD. Et ce que l'on remarque généralement, c'est que, comme l'a si bien dit Amélia, dans les zones rurales, c'est le taux d'analphabétisation qui est très élevé. Les gens ont des smartphones, mais bon, les téléphones qui sont, les téléphones basiques sont les plus nombreux dans la zone rurale. Donc, les paiements que les consommateurs utilisent sont sûrement le code USSD. Le premier risque qui existe, c'est le fait d'avoir une erreur parce que on vient d'avoir le code QR. Auparavant, on avait juste un code pour faire valider le paiement du marchand. Aujourd'hui, quelqu'un qui a pas qui a un taux d'éducation très faible peut faire une erreur lorsqu'il faut faire le paiement, lorsqu'il tape le numéro. Donc ça, c'est un risque d'erreur qu'on a beaucoup vu au Sénégal ces 2 dernières années. Et il y a également l'autre risque qui est lorsque vous êtes dans la zone rurale ou même dans la zone urbaine, vous avez des points de vente qui n'ont pas de code QR. Et ça aussi, c'est une contrainte qu'on est en train d'observer. Et l'autre risque auquel va être confronté également le consommateur, on a observé à travers nos enquêtes qu'il y a des marchands et des prestataires qui ont un contrat avec l'émetteur de monnaie électronique, sauf que ce marchand-là n'est pas formalisé. Et puisque l'inclusion financière aussi joue le rôle d'inclure financièrement le secteur informel, on est en train d'observer ces blocages. Je donne un exemple simple. Supposons que c'est un coiffeur ou un coiffeur qui signe un contrat avec un opérateur ou un émetteur de monnaie électronique. Le contrat, il est juste marchand, sauf que dans la réalité, il n'est pas formalisé. Donc, voilà à peu près brièvement 3 types de risques auxquels sont confrontés les consommateurs lorsqu'il y a les paiements marchands. Je répondrai à la suite pour le code QR lorsque la question sera posée. Alors, merci beaucoup, Monsieur Diallo. Madame Amelia, faute de votre expérience, quels risques voyons-nous apparaître particulièrement en zone rurale? C'est un peu ce que je viens d'aborder, c'est que les gens ne connaissent pas trop bien la technologie, il y a une méfiance de la technologie, il n'y a pas assez de mécanismes de recours. S'il y a une plainte, il n'y a pas forcément la possibilité de poser la question à quelqu'un s'il faut une explication d'une façon orale parce que la personne ne lit pas. Donc, voilà en général. Et il y a aussi, comme mon collègue vient d'en parler, l'infrastructure qui est parfois pas suffisante pour soutenir
une offre stable des services numériques. Donc voilà quelques risques en synthèse. Ok, merci beaucoup, Madame Amélia. Corinne, vous avez fait également de nombreuses recherches. Quels risques ressortent généralement à travers ces recherches-là concernant les femmes? Merci Félicien. Je vais surtout parler donc de la récente recherche que nous avons menée en Côte d'Ivoire, puisqu'il s'agit de la zone UMOA. Donc juste donc pour dire aussi que dans le cadre du laboratoire, donc on va mener des recherches pour comprendre quels sont les risques sur les services financiers numériques dans plusieurs pays de la zone UMOA, et on a commencé par la Côte d'Ivoire. Les prochains résultats disponibles seront pour le Sénégal, ensuite pour le Burkina Faso, et on couvrira 2 autres pays ensuite. Donc concernant les femmes, et par rapport à ce qui ressort de la Côte d'Ivoire, évidemment les femmes sont potentiellement confrontées aux mêmes risques que les hommes, mais en fait elles sont plus vulnérables que les hommes. Et l'enquête réalisée en Côte d'Ivoire a par exemple révélé qu'elles sont plus nombreuses que les hommes à avoir besoin d'aide pour réaliser leurs transactions. C'est le cas pour 22% d'entre elles contre 16% pour les hommes. Et de ce fait, elles vont s'exposer davantage à la fraude, puisque elles vont davantage être amenées à partager leur code PIN, par exemple, avec l'agent ou avec le marchand pour faire la transaction, ou avec un proche pour lui demander de réaliser cette transaction. Donc, elles s'exposent davantage aux fraudes. Et les femmes aussi sont plus nombreuses à faire face à des difficultés de navigation dans les menus. C'est 25% des utilisatrices de mobile money qui rencontrent cette difficulté, contre 17% pour les hommes. Et aussi, elles ont plus de difficultés à comprendre les offres qui sont disponibles, dans 22% des cas, contre 18% pour les hommes. Et ce qu'on a aussi, ce que révèle aussi l'enquête de Côte d'Ivoire, c'est que lorsqu'elles sont confrontées à une arnaque, et on sait très bien que les arnaques sont encore malheureusement assez fréquentes. Elles sont en fait plus nombreuses à avoir perdu de l'argent que les hommes lorsqu'elles ont été confrontées. Et c'est 16% des cas les concernant et 12% pour les hommes, ce qui souligne encore une plus forte vulnérabilité des femmes donc aux tentatives d'arnaque. Et puisque le sujet porte sur le paiement marchand, donc je voudrais souligner qu'il s'agit d'un service qui est encore peu utilisé, comme on l'a déjà dit, et bien moins par les femmes que par les hommes, en Côte d'Ivoire en tout cas, puisque les hommes sont 78% à ne pas l'utiliser, donc à ne pas effectuer de paiement avec leur compte de mobile money auprès des marchands, et c'est 90% des femmes qui n'utilisent pas ce service. Ce qui veut aussi dire que les risques notamment de fraude dans le cadre de ce service sont certainement encore relativement limités. On sait que c'est lorsque les services se développent et sont de plus en plus adoptés que les risques aussi apparaissent et croissent. Donc, ce qui est important maintenant, sans doute, c'est de réfléchir au type de risque qui pourrait donc arriver dans le cadre de l'utilisation donc de ce service de paiement marchand, donc de les anticiper pour pouvoir à l'avenir limiter ces risques et limiter l'exposition des utilisateurs à ces risques. Donc on a ici une opportunité de pouvoir anticiper sur un service qui est encore au début de son adoption. Voilà ce que je pourrais dire sur les éléments principaux qui ressortent des risques plus spécifiques auxquels font face les femmes. Merci beaucoup pour ces éléments pertinents en ce qui concerne en fait les risques concernant les femmes. Alors, quelles pourraient être les implications des customer due diligence, les CDD simplifiés, et dans les fraudes sur les paiements marchands? Et Madame Amélia, si vous nous écoutez, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ces aspects? Oui. Donc, je vais laisser mon collègue Mission Dialogue compléter mes remarques, mais je peux confirmer que la fraude est un énorme problème
il existe de nombreux types de fraudes, il faut signaler. Donc, il y a l'arnaque, où les clients se font piéger et partagent volontairement des informations financières sensibles, comme le code PIN, dont Corinne a parlé tout à l'heure, où les clients peuvent envoyer de l'argent à des personnes malhonnêtes. Mais également la fraude où les fraudsters saisissent de l'argent à l'insu des clients. Il y a également la fraude où les employés des institutions financières utilisent leurs connaissances d'initiés pour voler des fonds. Donc, comme j'ai dit, je vais m'arrêter, je ne vais pas entrer dans les détails, mais en résumé, les moyens de résoudre ce problème semblent être une combinaison d'éducation des clients, qui est très, très important, pour que les clients déjà puissent utiliser les applications, les produits numériques eux-mêmes au lieu d'avoir à demander aux autres de leur aider, et également une éducation qui sensibilise ces clients aux problèmes des fraudes qui existent. Après, il faut avoir également des solides systèmes de cybersécurité et un bon système d'audit interne. Et je dirais également que maintenant, la technologie de plus en plus nous permet de surveiller d'une façon une façon rapide les activités préoccupantes. Donc, on peut surveiller avec la technologie toutes les transactions, et la technologie peut nous aider à identifier tout de suite quand il y a des activités qui sont un peu bizarres, et l'institution de plus en plus, je pense qu'il est obligatoire que les institutions profitent de ce genre de technologie pour vraiment veiller à ce que ce genre de transaction est identifié tout de suite et qu'ils puissent prendre des mesures pour combattre ce genre d'activité. Merci beaucoup. Monsieur Habib Diallo, est-ce que vous entendez? Si vous êtes là, s'il y a quelque chose à ajouter, vous pouvez apporter votre contribution. Merci beaucoup, Monsieur Habib Diallo. Oui, en fait, pour juste compléter ce qu'a dit Amelia, je pense que l'implication vraiment des Customer Due Diligence est très, très importante. Et lorsque j'observe les émetteurs de monnaie électronique, ils mettent en place certaines mesures qui parfois peuvent vraiment limiter ou réduire les fraudes. Je m'explique. La première observation faite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les émetteurs de monnaie électronique, dans le cadre du contrat qu'il y a avec le marchand, ils surveillent, ils ont des mesures prudentielles, si je peux l'appeler comme ça, pour pouvoir surveiller leurs partenaires. À titre d'exemple, il y a le secteur d'activité, donc il y a une cartographie des secteurs d'activité du partenaire marchand pour voir si c'est un secteur d'activité à risque ou pas. Il y a des vérifications qui sont faites également sur la structuration du capital. Également. Il y a également un modèle de scoring qui est préétabli pour vraiment aider à réduire les risques. Comme l'a si bien expliqué Amelia, c'est l'utilisation de la technologie qui permet d'envoyer des notifications et des signaux qui permet de surveiller non seulement les transactions, mais également le niveau de scoring de certains marchands. Il y a également des mesures d'identification qui sont préétablies. Donc, dans ces mesures-là, il y a le profilage à travers la pièce d'identité numérique. Et pour le Sénégal, l'émetteur utilise son telco et il y a un cadre de partenariat qui est préétabli entre le telco et le ministère de l'Intérieur, ce qui permet numériquement de faire une vérification du ID ou de la pièce d'identité, non seulement du consommateur, mais du marchand également sur les informations qui ont été fournies. Donc, voilà à peu près 3 à 4 autres exemples qui permettent vraiment, qui sont vraiment des Customer Due Diligence qui permettent de réduire les risques. Merci, Monsieur Habib Diallo. Et nous allons continuer dans cette thématique. Alors, Madame Amelia, quelle est la meilleure pratique à adopter par les fournisseurs concernant le recours client? Merci pour la question. Donc, la SPTF a beaucoup d'expérience dans ce domaine.
nous avons beaucoup pensé à la réponse à cette question, comment avoir un mécanisme de gestion des plaintes qui fonctionne bien. Donc, d'abord, il y a plusieurs éléments. D'abord, l'institution doit disposer d'un mécanisme de gestion des réclamations qui est facilement accessible aux clients et adapté à leurs besoins. Qu'est-ce que cela veut dire? Les clients doivent avoir plusieurs moyens, plusieurs canaux de soumettre leurs réclamations et à des personnes autres que leur agent de crédit ou la personne qui leur a fourni le produit et le superviseur de cette personne. Donc, il y a toute cette gamme de considérations concernant le canal. Et le canal, au moins, l'une des options doivent être gratuites et aux clients. Et après, l'institution également doit informer les clients sur la manière de déposer une réclamation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire informer les clients? Il y a encore une fois plusieurs canaux. Donc, on peut afficher des informations, soit à un guichet ou à une agence, soit en ligne sur le site web. Il y a la radio également, où il y a l'envoi des messages SMS, par exemple. Donc, il y a plusieurs façons de communiquer ces informations, mais c'est très, très important de sensibiliser les clients aux moyens de déposer leur plainte. Et après, il faut avoir également le système qui résout et efficacement ces réclamations. Donc, comment enregistrer les réclamations, qui va traiter les réclamations, dans quel délai. Il faut avoir un système de catégoriser tout de suite les réclamations. Est-ce qu'il s'agit d'un problème grave? Si oui, il faut qu'on le traite tout de suite. Il faut que telle ou telle personne s'en occupe. S'il s'agit de quelque chose qui est moins grave, bon, et ça sera quelqu'un d'autre qui le traite. Donc, il faut bien définir ce système et après résoudre efficacement des réclamations. Et troisièmement, je dirais que l'institution doit utiliser les informations provenant des réclamations pour gérer les opérations et améliorer la qualité des produits et des services. Il y a plusieurs éléments également dans ce domaine. Il y a des plaintes, donc il faut traiter les plaintes, mais avec l'analyse, on peut analyser également qui pose des plaintes et qui ne les dépose pas. Et Corinne a parlé tout à l'heure du fait que parfois des clients qui ont des problèmes ne déposent pas leurs plaintes. Donc, parfois, ils ne comprennent pas exactement comment le faire ou ils n'ont pas confiance à ce que l'institution résout le problème. Mais en tout cas, il faut faire cette analyse pour bien comprendre qui utilise le système, qui ne l'utilise pas. Et comme ça, avec cette analyse segmentée, je dirais, de quel type de personnes utilisent le système, on peut identifier s'il y a des points de faiblesse qu'il faut renforcer pour avoir un système qui travaille vraiment pour tout le monde. Ok, merci beaucoup, Madame Amélia. Et je voudrais savoir si Madame Corinne a quelque chose à ajouter par rapport aux interventions de Madame Amélia. Sinon, non, je pense que c'est très complet, mais effectivement, je pense qu'il est vraiment très important de s'assurer que l'information est disponible pour les clients qui sachent où se plaindre, que les canaux soient suffisamment diversifiés pour qu'ils puissent toucher toute catégorie et tout type de clients, qu'ils soient urbains, qu'ils soient ruraux, lettrés ou moins lettrés. Et que l'information soit vraiment diffusée sur cette possibilité, qu'ils soient encouragés à pouvoir effectivement porter l'information sur les difficultés rencontrées auprès du prestataire. Et sans doute que les agents aussi ont un rôle important à jouer, qui ont cette proximité avec les clients. Donc eux-mêmes doivent pouvoir être formés pour pouvoir ensuite ou sensibiliser en tout cas à ce sujet pour pouvoir ensuite aussi sensibiliser les clients. C'est ce que je pourrais rapidement ajouter. Ok, merci beaucoup. Alors, à travers nos échanges, je souhaiterais poser cette question à Monsieur Habib Diallo. Et s'il pouvait nous dire un peu comment la prise en charge des consommateurs des services financiers se fait dans la zone UEMOA. Alors, merci
Félicien pour cette question qui a une importance capitale. Donc, je vais prendre d'abord l'exemple au Sénégal. Donc, la prise en charge lorsqu'il y a une fraude ou une complainte, au sein de l'Observatoire, il y a un dispositif de médiation financière dont je vous ai parlé qui a été mis en place. Et cette médiation, auparavant, elle était juste utilisée pour les banques, les SFD, mais elle a été élargie au niveau des émetteurs de monnaie électronique et des consommateurs. Donc, qu'est-ce que l'on a fait en termes d'initiative? Nous avons développé une plateforme qui s'appelle Satis, qui est actuellement en cours d'utilisation pilote, qui nous permet de centraliser les complaints, et les experts qui sont ici, juridiques et financiers, travaillent avec les médiateurs, que ce soit le médiateur des banques, des assurances ou le médiateur qui s'occupe de ce type de fraude. Et les complaints, il y a deux voies, deux canaux que l'on utilise. Il y a un numéro vert gratuit pour pouvoir appeler et le secrétariat va prendre en charge votre dossier de complainte qu'elle va informatiser sur la plateforme, ou directement utiliser la plateforme. Donc ça, c'est un canal que nous avons développé en interne pour les fraudes et les réclamations. Donc, à cela s'ajoute également la Banque centrale et la RTP, l'Agence des régulations des télécommunications et des postes, qui ont aussi des canaux qui permettent aux consommateurs de faire leurs réclamations lorsqu'il y a des fraudes. Et ces types d'exemples que je donne, ça concerne essentiellement la zone urbaine, puisque l'Observatoire se trouve à Dakar, la Banque centrale également. Donc, le partenariat qu'on a développé pour la zone rurale, ça veut dire qu'on a eu des partenariats avec les associations de consommateurs et également avec les chambres consulaires et les chambres de métiers qui se trouvent dans les régions. Donc, quelquefois, nous utilisons le feedback des chambres consulaires pour pouvoir avoir un canal pour pouvoir récupérer les complaintes des consommateurs qui nous sont remontées, et nous traitons ici la complainte. Donc, on a une double stratégie. Donc, celle qui est utilisée dans la zone rurale, notamment comme l'a si bien dit Corinne, il y a beaucoup d'illettrés. Donc, les consommateurs vont à la chambre de commerce, déposent la complainte et il y a une remontée. Pour agréger tout cela, nous avons ouvert une opportunité sur la plateforme qui permet aux associations de consommateurs, aux banques, aux SFD, aux émetteurs électroniques de pouvoir communiquer et de pouvoir mettre directement sur la plateforme des complaintes. Donc, voilà les moyens qui sont utilisés, en tout cas au sein de l'Observatoire. Et au niveau des régions, comme je vous l'ai si bien dit, nous avons des partenariats que nous avons signés avec les chambres de commerce, et c'est à partir de là que nous avons des remontées qui sont faites sur l'écosystème ainsi que les plaintes, et nous les prenons en charge. Après, lorsqu'on observe le comportement du consommateur, il ne sait pas d'emblée où aller. Donc, je pense qu'il y a un travail de sensibilisation à faire davantage au niveau rural. Mais il y a également d'autres consommateurs qui utilisent la voix du fournisseur. Parce que les fournisseurs, ils ont également un département qualité qui fait des efforts pour pouvoir prendre ça en charge. Mais bon, je pense que la plupart... nous organisons beaucoup de sessions de sensibilisation avec les associations de consommateurs, et ces associations nous aident à recueillir les plaintes, mais ils nous servent aussi de relais d'information au niveau des consommateurs. Merci beaucoup, M. Habib Diallo. Mais vous pouvez toujours garder la parole. Quelles sont les solutions plausibles qui peuvent réduire ces risques afin de garantir la confiance des consommateurs de services financiers numériques? Parce que votre intention, Ok, vous pouvez continuer, allez-y. Je vous écoute et je vous laisse terminer, il n'y a aucun souci. Ok, je disais en fait, votre intervention a suscité d'autres questions, donc je disais de garder toujours la parole. Et quelles sont les solutions plausibles qui peuvent réduire ces risques afin de garantir la confiance des consommateurs de services financiers numériques? Allô, vous m'entendez, M. Habib Diallo? Allô? J'ai l'impression que Alors, M. Habib Diallo? alors, ça a déjà eu informel, les jeux.
Oui, On a du mal à vous recevoir. On ne oui. nous entend pas du tout. Vous On vous entend m'entendez? pas du tout. Bon, non, pas du tout. Vous m'entendez mieux? Oui, oui. Excusez-moi une Allô? seconde. Allô, on vous entend maintenant. Vous pouvez couper votre webcam, Oui, peut-être pour que la voix soit plus claire. que j'ai fait pour la bande passante. Donc, je peux reprendre si vous Oui, m'entendez allez-y. bien. Oui, oui, on vous entend maintenant. Allez-y. Voilà. La démarche que l'on utilise en interne, la Banque centrale nous a confié le programme d'éducation, le programme national d'éducation financière. Et ce que nous sommes en train de déployer, nous avons organisé des activités et des sessions de sensibilisation avec les associations de consommateurs, avec en partie les émetteurs de monnaie électronique. Et dans ces séminaires-là, nous échangeons, nous sensibilisons les consommateurs sur les différentes fraudes possibles, sur les différents risques possibles. Et je pense que cette activité de formation et de sensibilisation est une bonne initiative qui permettra de réduire les risques à moyen long terme. Donc, il y a également une volonté à augmenter les mesures de KYC de la part des émetteurs de monnaie électronique. Je pense que ce serait une solution qui serait dans le temps vraiment efficace pour réduire ce type de risque et renforcer la confiance entre les consommateurs et les opérateurs des services financiers. Il y a également le fait de pouvoir vraiment, de la part des opérateurs de services financiers, de développer des modèles de scoring, mais adaptés à leurs partenaires marchands. Et je pense que ça permettrait de vérifier beaucoup de choses. Ça permettrait également de formaliser beaucoup d'entreprises ou de personnes qui effectuent une activité et qui ne sont pas formalisées. Je pense qu'entre autres que cette démarche de sensibilisation, ces mesures technologiques que ce soit des KYC ou des TechReg, sont vraiment des mesures qui aideront vraiment à réduire les risques et accroître vraiment la confiance entre les consommateurs et les opérateurs de services financiers. OK, merci beaucoup, Monsieur Diallo. Merci beaucoup. Madame Corinne, pour revenir sur une intervention précédente de Madame Corinne, vous aviez dit tout à l'heure que tous les acteurs doivent contribuer à bâtir un écosystème responsable pour les services financiers numériques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Comment cela pourra se faire et qui sont les acteurs concernés? Merci beaucoup. Merci Félicien. Effectivement, donc les acteurs sont tous ceux qui interviennent dans l'écosystème que je citais en introduction. C'est à la fois les régulateurs et les régulateurs des services financiers, mais aussi le régulateur des télécoms. C'est le superviseur, ce sont les observatoires de la qualité des services financiers, mais aussi les ministères qui sont engagés dans la digitalisation des paiements, les agences en charge de l'inclusion financière, les associations de consommateurs, les entités en charge de la protection des données et ceux qui sont en charge de la cybercriminalité et bien sûr les prestataires eux-mêmes. Donc l'écosystème, ce sont tous ces acteurs et au SIGAP, nous pensons que tous les acteurs doivent ensemble pouvoir contribuer à bâtir cet écosystème responsable pour les services financiers numériques. Chacun de ces acteurs a une pierre à apporter à l'édifice pour contribuer donc à réduire ces risques et à garantir cette confiance indispensable. Donc, nous pensons qu'il y a des cadres de collaboration entre tous ces acteurs à différents niveaux qui devraient exister ou se mettre en place ou se renforcer et que c'est dans le cadre de ces cadres de collaboration qu'on puisse prendre en considération évidemment la protection des consommateurs de services financiers numériques. Alors, il y a des cadres existants, notamment ceux autour de la mise en œuvre de la stratégie régionale d'inclusion financière et des stratégies nationales. Mais il faudrait effectivement s'assurer que ce sujet de protection des consommateurs de services financiers numériques soit vraiment pris en compte dans les échanges entre les acteurs et sous toutes ces dimensions. Il faudrait aussi que la voix des consommateurs soit mieux prise en compte. On pourrait imaginer par exemple que les observatoires de la qualité des services financiers et les associations de consommateurs avec les régulateurs puissent avoir un cadre de concertation périodique
pour que la voix des consommateurs soit mieux prise en compte. Aussi, toutes les entités publiques dans les pays qui sont impliquées dans la mise en œuvre de projets de digitalisation pourraient se concerter avec le régulateur et le superviseur pour par exemple, pour une bonne compréhension des problématiques de protection des consommateurs, pour s'assurer que les parcours clients proposés soient conformes aux meilleures pratiques de protection des consommateurs. Et pour cela, il est aussi sans doute nécessaire de renforcer les capacités de ces différents acteurs, chacun dans son domaine de compétences, pour que chacun puisse avoir une meilleure compréhension des risques et puisse prendre donc les décisions informées, prendre des actions qui viseront à réduire ces risques et donc à mieux protéger les acteurs. Et c'est, je veux dire, à bâtir cet écosystème que nous voulons aussi contribuer au travers du lab, en fournissant de l'information à partir des enquêtes et d'autres travaux que nous allons mener dans un certain nombre de pays de la zone UMOA, et faire en sorte, sur la base de ces informations et de cadres de concertation qui pourraient exister, de dialogue entre les différentes catégories d'acteurs, à bâtir cet écosystème responsable pour les services financiers numériques. Ok, merci beaucoup, Corinne. Très rapidement, je vais vous poser cette dernière question parce que le temps qui nous est imparti est en train de s'écouler et nous allons laisser place en fait aux questions des participants parce que c'est vraiment important. Alors, comment peut-on collecter et analyser les données issues des paiements marchands pour développer des produits et services plus adaptés tout en respectant la protection du consommateur? Vous me posez la question, c'est ça? Allô? Oui, Félicien, c'est... Oui, bien sûr, bien sûr. Ok, d'accord. Donc, ce que je pourrais dire brièvement, c'est que d'abord, puisqu'on parle de données, de collecte et d'analyse de données, il est évidemment très important que les principes de protection des données soient respectés. Et donc le consentement préalable du consommateur sur ces données, notamment sur son numéro de téléphone, sans son consentement préalable, que ces données ne puissent être partagées avec des tiers qui pourraient en avoir une utilisation inadaptée, de même que les données de transactions, par exemple. Notre élément très important, c'est aussi que les systèmes soient suffisamment sécurisés afin de prévenir des intrusions externes et l'accès aux données qui ensuite seraient utilisées à des fins frauduleuses. Alors évidemment, au niveau des prestataires et du marchand lui-même, l'analyse des données de transaction, elle peut être très intéressante, notamment sur la fréquence des achats, les montants. Que ce soit les données du côté du marchand lui-même, qui reçoit des paiements, mais aussi lui fait des paiements pour ses propres achats, ou les données donc du client, et ça peut donner lieu à une offre de produits, par exemple de crédit, qui permettrait de répondre à des besoins que révélerait cette analyse de données, que ce soit pour le marchand ou pour le client, qui pourrait être ensuite confirmé par des enquêtes, des focus group avec ces deux catégories d'acteurs. L'analyse de données peut aussi donner lieu à des remises, à la mise en place de programmes de fidélité. Donc, il y a effectivement, avec ces données disponibles, d'énormes, en tout cas des potentialités intéressantes pour développer des produits, des offres commerciales. Mais il faudrait aussi pouvoir veiller à ce que les algorithmes qui seront utilisés donc, pour analyser ces données n'introduisent pas de biais, ne discriminent pas certains profils de clients ou de marchands par rapport à d'autres. Je pense qu'Amélia a évoqué ce problème des biais dans les algorithmes, donc c'est un élément à prendre en considération. L'analyse des données peut aussi permettre de mesurer les problèmes qui ont pu survenir, comme les paiements qui n'ont pas abouti selon le type de canal qui a été utilisé. Si plusieurs canaux sont disponibles, comme le canal USSD ou les QR codes, par exemple. Donc, la fréquence de ce problème
Si on peut avoir ces informations et les analyser, parce qu'on sait que ça peut être source d'insatisfaction pour la clientèle. Donc, les comprendre et prendre des mesures pour améliorer le process, améliorer le parcours client, donc pour garantir une meilleure expérience client, assurer la fidélité et la protection des consommateurs. Donc, c'est autant d'analyses qui peuvent être faites et qui pourraient permettre d'améliorer donc ces paiements marchands et sans doute booster l'adoption si les expériences sont positives et si ça donne lieu à des produits, à des nouveaux produits intéressants, toujours dans le respect évidemment de la protection des consommateurs. Voilà ce que je pourrais dire rapidement sur ce sujet. Merci beaucoup. Et en effet, le temps qui nous est imparti est en train de se couler. Vos interventions ont suscité assez de questions à mon niveau, mais à présent, nous allons laisser place aux questions des participants. Et si, Madame Kate, si vous m'entendez, alors je vous passe en fait la parole. Merci. Merci à tous nos panélistes. Merci Félicien pour ce brillant panel. Alors, nous débutons sans plus tarder avec les questions des participants. La première question pour Amélia. Alors, connaître et appliquer les 9 principes des paiements numériques responsables selon les Nations Unies. Suffit-il pour dire qu'on protège les consommateurs? Merci pour la question. Ma réponse est oui et non. Oui, parce que ces principes sont très importants. Nous sommes d'accord avec tous les principes et je les trouve compréhensifs. Mais ce sont que des principes. Donc, comment les mettre en œuvre, c'est la question difficile. Et nous constatons qu'il y a toute une gamme de compréhension de la façon dont il faut les mettre en œuvre. En fait, il faut avoir d'une façon complémentaire les pratiques de gestion bien définies et harmonisées pour que tout le monde ait la même idée de ce qu'on comprend par l'idée qu'il faut mettre en œuvre ces pratiques. Donc, je vais vous donner un exemple. Parmi les principes et l'idée qu'il faut avoir des produits adaptés aux besoins des clients. Et chaque fournisseur va dire que oui, on comprend bien notre clientèle et nous avons adapté nos produits à leurs besoins. Mais au sein de la SPTF, nous avons bien défini, selon nos normes de pratiques de gestion, qu'est-ce que cela veut dire. Donc d'abord, nous disons que l'institution doit réaliser des études de marché et des tests pilotes pour bien comprendre les données sur le profil des clients, y compris le genre, l'âge, la localisation, c'est-à-dire urbain, rural, et le niveau de pauvreté ou de revenus de ces consommateurs éventuels du produit. Après, les données sur les besoins, les objectifs des clients, les obstacles, également à l'utilisation des services financiers. Donc, il y a les études marché. Après, il y a des tests pilotes avant d'introduire un nouveau produit ou d'apporter des modifications importantes à un produit existant. Il faut faire des tests pilotes effectués auprès des clients, présentant différentes caractéristiques socio-économiques et démographiques pour qu'on puisse bien comprendre s'il y a des obstacles pour des femmes, pour des gens dans les zones rurales, etc. Il faut avoir une population qui participe au test pilote, une population variée. Et après, l'institution doit recueillir des commentaires sur les produits pilotes auprès des employés et aussi auprès des clients. Donc, les employés, parfois, ils ont une bonne idée de ce qui s'est passé sur le terrain et il est important d'apprendre les leçons qu'ils peuvent partager. Et après, il faut utiliser les données pour identifier des modèles de comportement financier par segment de clientèle. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui préfèrent tel ou tel canal ou telle ou telle technologie ou telle application. Donc, il faut bien comprendre chaque segment de clientèle. Après, il faut, une fois d'avoir lancé un produit, il faut recueillir des commentaires des clients sur leurs expériences d'utilisation de ces produits et services. Donc, s'ils l'utilisent, il ne veut pas forcément dire que tout va bien. Donc, il faut réaliser des enquêtes de satisfaction des clients. Il faut mener des entretiens avec des clients inactifs, par exemple, ou sortants,
Il faut chercher à savoir également s'il y a des stress au niveau des ménages qui rend plus difficile pour les clients l'utilisation de ces produits, même s'ils continuent à les utiliser. Donc, il y a pas mal de recherches à faire pour bien comprendre si les produits sont effectivement bien adaptés aux besoins des clients. Donc, je dirais, nous avons ces principes publiés par les Nations Unies qui sont importants. Je suis d'accord avec eux, mais pour les mettre en œuvre, il faut vraiment creuser dans les détails. Et je recommande pour, bien sûr, les normes universelles pour un peu mieux comprendre comment les mettre en œuvre. Et je vais également dire au revoir à tout le monde. Je pense que je ne suis plus disponible, donc je remercie à tous de m'avoir invité à participer. Et je vais écouter encore 5 minutes, mais après, je m'en vais. Mais je sais que le webinaire continue. Donc, merci et bonne journée à tous. Merci Amélia pour d'avoir prévu d'avoir assisté à ce webinaire. Merci pour vos brillantes interventions, pour vos brillantes réponses. Nous savons que les participants ont beaucoup apprécié votre présence. Donc, nous continuons. Je tiens à dire que vous pouvez tout de même poser vos questions si elles sont adressées à Amélia. Nous les lui ferons parvenir et elle vous répondra dans les plus brefs délais. Nous continuons donc notre session de questions et réponses. La question suivante, c'est celle-là. Quelles actions peuvent être menées par les régulateurs pour renforcer la protection du consommateur de paiement marchand de l'UEMOA? Corinne? Merci Kate pour cette question. Je dirais d'abord c'est de bien, ce qui est important, donc sans doute pour le régulateur et pour tous les acteurs qui s'intéressent à cette question du paiement marchand, c'est de bien comprendre quels sont actuellement les parcours clients et est-ce qu'ils sont effectivement adaptés et ne sont pas la porte ouverte à des fraudes faciles. On parlait tout à l'heure, par exemple, des personnes vulnérables, des femmes ou d'autres personnes peu lettrées qui ont besoin d'aide et qui vont donc partager, peut-être donner même leur téléphone aux marchands pour effectuer la transaction, partager leur code. C'est sûr que là, ces personnes s'exposent à des risques importants. Donc, quelles sont les technologies qui peuvent être autorisées et qui pourraient permettre de réduire ces risques? Je sais que la BCAO a produit, en tout cas je ne sais pas si on les appelle des normes concernant les QR codes ou des spécifications techniques, donc pour permettre une vulgarisation de l'utilisation donc de cette technologie. Peut-être qu'il faudrait réfléchir à d'autres types de technologies qui soient plus protectrices pour les utilisateurs de ce service. Je ne sais pas si la biométrie pourrait faciliter effectivement les choses. Ce sont des pistes à explorer. Et évidemment, il y a aussi la solidité et la sécurité des systèmes qui sont derrière le paiement pour s'assurer qu'il ne peut pas y avoir d'intrusion et de vol de données, de piratage. Donc, il y a ces différents aspects qui peuvent être pris en compte par le régulateur en partenariat avec les prestataires pour effectivement s'assurer qu'on ait des parcours clients, qu'on ait des solutions technologiques qui exposent le moins possible les utilisateurs au risque et qu'on ait des systèmes suffisamment sécurisés. Et comme pour tous les services, il y a évidemment la sensibilisation, l'information du client pour que lui-même soit conscient des risques potentiels et qu'il soit le moins vulnérable à ces risques, qu'il puisse par lui-même aussi se protéger lorsqu'il utilise les services, que ce soit le paiement marchand ou d'autres types de services. Donc, je pense que c'est tous ces éléments mis ensemble qui peuvent permettre de protéger le consommateur. Merci Corinne. Vous gardez la même pour la question suivante. Alors, comment avoir accès à une protection contre la cybercriminalité et les fraudes, surtout en zone rurale où on est confronté à l'analphabétisme,
au système peu fiable d'Internet et au personnel moins bien formé? Effectivement, c'est une vraie problématique pour les zones rurales. Et là, je dirais que les agents qui sont le premier point de contact de la clientèle ont vraiment un rôle important, à jouer. Dans notre enquête, on a vu que ces agents effectivement interviennent dans la formation des clients, dans la sensibilisation des clients justement sur les cas de fraude, sur les cas d'arnaque. Donc, il est très important qu'on ait des agents qui soient eux-mêmes suffisamment formés sur ces questions de protection des consommateurs pour qu'ils puissent ensuite diffuser l'information et sensibiliser les utilisateurs, puisque encore c'est le premier point de contact. Donc, je pense que dans les zones rurales en particulier, les agents ont un rôle extrêmement important à jouer. Mais encore faut-il leur en donner les moyens, les outils et qu'ils soient donc suffisamment formés eux-mêmes pour pouvoir former leur clientèle. La question suivante pour Monsieur Diallo. Pourquoi les sociétés locales qui s'activent dans les finances numériques au Sénégal ne sont pas souvent viables? Rebonjour. Alors, pour répondre à cette question, le constat qu'on a eu à travers les deux opérateurs, c'est souvent un retrait de l'agrément dû à un non-respect de la réglementation, qui est le premier élément. L'autre élément, c'est que les mutations technologiques sont tellement rapides que si vous n'avez pas une flexibilité de diversifier votre offre sur le marché, vous pouvez rapidement disparaître. Et pour moi, il faut vraiment non seulement respecter la réglementation, mais diversifier l'offre de produits et suivre les mutations technologiques. Et je pense que c'est ces deux éléments qui sont un frein au développement des services financiers numériques. J'aimerais aussi également compléter la question qui a été posée à Corinne concernant l'implication du régulateur. Je pense que de concert avec les prestataires, il y a certaines technologies, que ce soit le Face ID, la biométrie, l'empreinte digitale, qui peuvent être utilisées. Et en couplant ces technologies-là à des modèles de vérification au niveau des prestataires sur les validations, que ce soit sur les transactions ou sur n'importe quel type d'opération, je pense que ce sera une solution qui aidera vraiment l'écosystème et surtout les consommateurs. L'autre question qui est vraiment comment avoir une meilleure protection face à la cybercriminalité et les fraudes dans les zones rurales. Pour moi, c'est ce qu'on est déjà en train de faire. Il faut juste l'accentuer. C'est vraiment des démarches inclusives qu'il faut avoir avec les régulateurs, avec les opérateurs de services financiers mobiles, avec les chambres consulaires et les associations de consommateurs et choisir chaque région et faire vraiment des ateliers de sensibilisation. Parce qu'il y a un travail de renforcement de capacité, comme l'a si bien dit Corinne, qui a à faire au niveau des consommateurs, au niveau des opérateurs, mais également au niveau des consommateurs pour vraiment prendre la prédisposition, parce qu'on ne peut pas vraiment, le régulateur et les opérateurs ne peuvent pas vraiment les aider à faire face à tous ces risques. Il y a des risques vraiment, je pense que c'est l'individu. Et pour ça, je pense que c'est la sensibilisation et les activités de renforcement de capacité qui aideront vraiment à trouver la solution dans la zone rurale. Merci, Monsieur Diallo. Vous allez garder la main pour la question suivante. Quelles sont les difficultés rencontrées par l'Observatoire en termes de pouvoir d'action? Quand on parle de pouvoir d'action, c'est assez vaste, mais je vais continuer dans le sillage des sensibilisations dont je parlais. Qu'est-ce que l'on observe sur le terrain? On peut aller dans une zone rurale où la langue utilisée est un peu différente de notre langue. Et ça, je pense que c'est un frein, c'est une barrière. Et
c'est l'obstacle sur lequel on est confronté dans certaines zones géographiques où ils ne parlent pas la langue nationale ni le français. En termes d'action, je pense que c'est la principale difficulté qu'on a. C'est la barrière linguistique. Sinon, je pense que nous avons réussi à convaincre que ce soit les régulateurs, que ce soit les opérateurs, à co-organiser avec nous ce type d'événements. Et je pense que jusqu'à là, ça a été une réussite. Et cette réussite se manifeste par une vérification lorsque l'on fait les enquêtes de satisfaction des mois plus tard. On voit dans le feedback qu'il y a vraiment des évolutions qui sont faites. Malgré que les populations soient illettrées, il y a des efforts à encourager. Merci. Merci, Monsieur Diallo. Encore 2 dernières questions. On va adresser une de ces questions à Corinne. Alors, la question est la suivante. Comment assurer la protection des consommateurs de paiements marchands dans un contexte d'insécurité et de grand banditisme, mais aussi de terrorisme? Wow. Question peu simple. Je dirais que le fait déjà de... Attendez, excusez-moi, parce que je dois désactiver un son, parce que j'avais une autre réunion qui démarrait et je suis désolée. Donc, je disais que sans doute les paiements, le fait qu'on paye de manière numérique, c'est déjà une protection en soi, plutôt que d'avoir du cash sur soi, de voyager avec du cash et d'effectuer un paiement en cash. Donc, a priori, le fait de pouvoir payer numériquement est une solution qui aide à surmonter les problèmes d'insécurité. Je pense que c'est ce que je pourrais dire. Sinon, c'est vrai qu'au niveau des agents eux-mêmes des agents ou des marchands peuvent eux-mêmes se retrouver en situation d'insécurité dans un contexte où il y a beaucoup d'insécurité. C'est sans doute à leur niveau aussi la difficulté de pouvoir gérer leur activité dans un tel contexte. Je sais que dans certains milieux, il y a des accords qui sont passés avec les forces de police ou la gendarmerie pour pouvoir sécuriser un peu des zones, surtout dans des périodes, par exemple, de campagne agricole où beaucoup d'argent circule, que ce soit au niveau des agents qui sont aussi parfois des marchands, pour protéger un peu ces transferts de fonds dans ces périodes particulières. Mais je dirais que le canal numérique aide quand même déjà à sécuriser dans la mesure où moins de cash circule. C'est peut-être la réponse imparfaite que je peux apporter. Merci. Moi, Merci je suis beaucoup, Corinne. Avant que M. Diallo, vous ne preniez la parole, nous allons remercier Corinne d'avoir été présente pour nous. Nous avons bien remarqué qu'elle est vraiment sollicitée. Donc, nous allons la laisser partir. Je disais tout à l'heure, si vous avez d'autres questions pour Corinne, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Merci beaucoup, Corinne, de nous avoir accordé de votre précieux temps pour ce panel et merci pour vos brillantes interventions. Merci Kate, merci à tout le monde et je reste disponible pour répondre aux autres questions s'il y en a. Bonne fin d'après-midi à tous. Merci. Merci. Monsieur Diallo, vous avez la parole. Oui, j'aimerais juste compléter Corinne par rapport à la dernière question qui a été posée par rapport à la relation entre les paiements marchands et les zones d'insécurité. Pour moi, comme elle l'a si bien dit, le fait d'avoir un paiement marchand, c'est déjà une innovation sécuritaire parce que le paiement marchand, il est effectuable aussi à distance lorsque le marchand a une plateforme, que ce soit un site internet ou un agrégateur. La deuxième chose qui est possible en termes d'innovation qu'on a observé dans les autres pays où il y a de l'insécurité, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui proposent des plateformes où il y a une signalisation. Je vous donne un exemple. Supposons que vous ayez une application ou dans cette application-là, qui marche comme, c'est pas pour faire la pub, comme Google Maps ou Waze, où vous avez un module où vous pouvez faire des signalisations.
Et ça, je pense que c'est des termes d'innovation qui sont très importants parce qu'aujourd'hui, moi, me rendant dans une zone d'insécurité, je peux déjà à l'avance rentrer dans une plateforme qui me dit, ah, attention, cette zone-là est dangereuse ou pas. Donc, je pense que c'est des types d'innovations technologiques comme ça qui seront vraiment des solutions additionnelles au paiement qui pourront vraiment aider à résoudre ces problèmes d'insécurité, de terrorisme et de grand banditisme. Merci, Monsieur Diallo. Vous prenez la dernière question avant que nous ne clôturions cette session très interactive. Comment opérer la protection des consommateurs des paiements marchands dans un pays où la problématique de l'identifiant unique demeure? Bon, dans la réalité, nous avons été aussi été confrontés à des problématiques d'identification unique. Mais je pense que le cadre du Nigeria à travers le numéro unique bancaire est une bonne solution qu'on devrait emprunter, nous, Sénégal et d'autres pays. Je pense que le fait d'avoir un seul numéro qui est linké à ton compte bancaire, à l'émetteur de monnaie électronique et à toutes les opérations financières, je pense que ce numéro unique est une solution. Il y a également au Sénégal, en tout cas, la solution qui a été trouvée actuellement, c'est que les émetteurs de monnaie électronique, à travers les telcos qu'ils ont derrière, ont un partenariat avec le ministère de l'Intérieur. Donc, le ministère de l'Intérieur est chargé de répertorier tous les ID, toutes les cartes d'identité. Et cette vérification est faite entre le département du ministère et les telcos. Et je pense que c'est en faisant cette vérification sur l'identité qu'on arrivera aussi à un peu faire évoluer cette problématique sur l'identification unique. Mais dans ma courte vision moyen long terme, je pense que c'est vraiment nécessaire de trouver, selon les pays, selon les spécificités qu'il y a des pays, une base, en tout cas, de référence qui permettrait d'identifier. En tout cas, au Sénégal, je pense que pour le moment, le numéro de téléphone est une obligation lorsque vous achetez une puce. Je pense que c'est une bonne base aussi de début pour résoudre ces types de problèmes. Sinon, le cadre du Nigeria, en ayant un numéro de transaction unique financière aussi, est une bonne solution. Merci, Monsieur Diallo. Ici prend fin notre session de questions et réponses. Je te repasse la parole, Félicien. Bonjour à tous. Alors, merci beaucoup d'avoir nous suivis. Nous l'avons remarqué au cours de ce panel, en fait, que la protection du consommateur est un thème large et nous saurons en fait aborder tous les aspects dans ce webinaire, encore moins en 1h30. Alors, nous vous remercions pour votre présence et nous tenons également à remercier tous les participants qui nous suivent d'un peu partout dans la sous-région. Et nous vous souhaitons une bonne fin de journée et à très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir. Merci, Félicien. Merci. Allez-y, Monsieur Diallo, allez-y. Oui, merci de nous avoir conviés à ce thème d'une importance capitale. Merci à tous les participants et à toute l'équipe de MicroSafe. Et je pense que ce serait intéressant également qu'on puisse rencontrer l'équipe MicroSafe et voir les opportunités de partenariat possibles. Merci. Ce sera avec plaisir, Monsieur Diallo. Merci à tous les participants. Nous rappelons que ceux qui ont posé des questions, qui n'ont pas eu de réponse, auront ces réponses dans leur mail d'ici demain. Bon après-midi à tous et à nous revoir pour le prochain webinaire. Merci. Merci, Kate.